Bonjour à tous et bienvenue dans ce spécial hors-série Paf le pinceau, spécial figurine de concours. Alors, désolé de décevoir ceux qui pensaient déjà qu'on allait apprendre à peindre une figurine pour le Golden Demon, ça n'est pas le cas, malheureusement. Hein, c'est juste, je voulais juste vous parler d'une figurine que j'ai faite pour un concours local qui a été organisé par la boutique Le Train Magique Micromodèle à Strasbourg. Donc des gens très sympathiques que je salue parce que je passe souvent chez eux m'approvisionner en peinture et puis j'aime bien cette boutique et puis il faut soutenir les petites boutiques, les petits revendeurs indépendants. Alors, avant de commencer, vous connaissez déjà la chanson, les abonnements, les partages, les pouces, si tout ça, ça vous plaît. Il y a aussi notre lien Utip et notre lien affilié Philibert si vous voulez nous aider. Dedans, vous pouvez acheter des trucs chez Philibert ou aller sur notre boutique Utip ou faire un don ou ce que vous voulez. Hein, voilà, vous êtes libre de votre choix, libre comme l'oiseau. Pas de Nathalie Loiseau, hein, l'oiseau... parce que Nathalie Loiseau, on s'en fout quoi. Bref. Sans plus attendre, explication du truc. Alors, fin 2019, la boutique Le Train Magique a organisé un concours de peinture. Et je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit concours de peinture. Alors donc je suis allé voir, et donc il s'avère que c'était un concours figurine imposée, conversion interdite. Donc déjà, ça m'a un peu refroidi. Je t'avoue, sur le moment, j'ai fait, donc je choisis pas ma figurine, et en plus, je peux pas la modifier. Bon. En même temps... je suis sur place, donc je vais prendre la figurine, parce que il te donne quand même la figurine, hein, c'est pas non plus abusé. Et donc je me suis retrouvé avec un guerrier du chaos tout à fait standard, hein, de l'ancienne version, pas la nouvelle, pas ceux qui sont dynamiques et beaux, hein, ceux qui sont tout stock comme ça, là, pour se mettre en rang, là. Hein. Bon. Donc j'étais moyennement jouasse, je t'avoue, mais je suis rentré chez moi avec la figurine et puis j'ai commencé à réfléchir. Les guerriers du chaos, ça m'enchante pas des masses. Surtout ceux-là, puis surtout que lui il avait un marteau, donc... voilà. Je laisse, voilà, le truc du teasing un petit peu, mais bon, tu comprends, c'est pour le watch time, il faut que... voilà, j'ai pas le choix. Donc me voilà chez moi avec mon guerrier du chaos, et aucune putain d'idée de ce que j'allais pouvoir faire avec, parce que j'avais... une semaine, 10 jours pour le faire, parce qu'après c'était Noël, et du coup je pouvais plus, etc. Donc... je l'ai commencé par le préparer, parce que ça coûte rien, c'est toujours par là qu'il faut commencer, surtout une figurine de concours, faut faire vraiment attention. Donc j'enlève bien toutes les lignes de moulage, tim tam toum, voilà, je fais bien mon truc, etc. Je vérifie toutes les parties, s'emboîte bien, et ensuite ce que je fais, c'est que, comme je vais le peindre, j'ai peint tout ça séparément, hein, évidemment, je commence par tout mettre sur des cure-dents ou des tiges, et planter tout ça dans des bouchons de liège, afin de pouvoir les manipuler correctement. Et étant donné que c'était une figurine de concours, je me suis dit, bon, il faut que je fasse un truc qui pète un petit peu. Ah oui, puis j'ai pas précisé, mais c'était un concours basé sur des votes. Donc, il fallait que ça en jette, il fallait que ça donne du waouh, pour que les gens qui passent dans le magasin pour voter, ils fassent « Oh, trop bien, lui, il est cool, je vote pour lui ». Donc ça impliquait du flashy, ça implique du spectaculaire. La technique, tu vois, tes fondus, ils sont vachement parfaits, etc., c'est cool. Mais peut-être que le Pékin qui rentre dans le magasin, il va pas s'en rendre compte. Lui, il faut que ça tape à l'œil. Donc je me suis dit, ok, banco, pour faire du tape à l'œil, il faut du contraste et il faut des effets qui font waouh. Et les effets qui font waouh, j'avais pas trop d'autres idées que du free-end. Donc je me suis dit, il y aura du free-end. Ça tombe bien, il y a un bouclier, il y a des plaques d'armure, donc il y a de l'espace. Donc j'ai commencé à réfléchir à mon concept. Et je me suis dit que je voulais un truc qui soit un peu dans l'esprit Heroic Fantasy des années 80, tu sais, avec Conan le barbare, des mecs avec des grosses cornes, ça collait bien, tu vois, le guerrier du chaos, le mec avec des pointes, des cornes, un bouclier comme ça, machin et tout. Je me suis dit, il faut un truc qui fasse Möbius, Philippe Druyet, tu vois, des trucs comme ça. Ça nous permet de nous affranchir un petit peu du réalisme, entre guillemets. Donc, j'ai réfléchi et je me suis dit, voilà, je veux un guerrier du chaos qui entre dans un... truc qui lui est totalement étranger. Et quelle histoire je vais raconter? Eh bien ce serait un guerrier du chaos qui rentre dans une espèce de jardin, un truc sylvanette ou un elfe sylvain avec des plantes, des fleurs, des arbres, des machins, et qui tout d'un coup se remémore à comment c'était avant qu'il donne sa vie au dieu du chaos, qui se consacre à la grande quête du massacre et de la transformation en prince démon, etc. Quand il était encore un humain normal et qui pouvait apprécier
les fleurs, les petits oiseaux, les papillons, etc. Donc comme j'avais pas le droit de changer la figurine, je me suis dit le socle, j'ai pas changé de socle non plus, parce que sinon je risque de me faire disqualifier, donc ça ne marche pas. Bon, je suis parti sur cette idée-là, et bon là je vous ai suffisamment fait poireauter, voici la figurine. Alors voilà, je vais pas m'attarder sur les techniques de peinture utilisées, parce que d'une part c'était il y a 2 mois donc je m'en souviens déjà plus, mais surtout c'est pas le but en fait. J'ai plus envie de parler de ma philosophie de conception, de comment je réfléchis quand il est question de monter et de peindre une figurine. Donc pour la peinture, on va faire simple, c'est l'armure et le bouclier, c'est surtout à l'aéro, la cape aussi évidemment. Donc je suis parti avec du rouge Vallejo, toujours ces bons vieux rouges, surtout celui-ci, hein, le voici, bah il s'appelle rouge, voilà, 102. Donc c'est du 102 Prince Auguste, hein, parce que c'est la même référence. C'est un peu un rouge violacé, et je l'ai assombri avec du bleu nuit, enfin, un bleu très foncé. Ça tombe bien, parce que c'est des couleurs qui sont, comme on dit, pas correspondantes, mais complémentaires, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc c'est des couleurs complémentaires, et ça permet en fait d'avoir un truc qui soit vraiment contrasté. Et puis ensuite j'ai monté mes éclaircissements avec du orange, pour avoir l'armure. Alors, évidemment, comme c'est des figurines de concours, c'est pas juste 2-3 éclaircissements pif paf pouf, hein. L'ensemble du truc m'a pris une 20aine d'heures, mais en vrai c'est pas énorme pour le résultat, enfin j'en suis assez content. Ensuite, comme l'armure était un peu vide, et ben je me suis dit ouais, des petits Freehand ce serait bien, donc je suis parti avec du bleu électrique, du bleu ciel, là, celui-là, là, de chez Vallejo Game. Donc c'est le 72023. Je l'ai ensuite éclairci avec du Ultur en Grey de chez Citadel, et ça m'a permis de travailler mes petits freehand en leur donnant un petit peu de relief, parce que oui, on peut se dire, c'est du freehand, donc il suffit de mettre une ligne, et puis c'est tout. C'est vrai, sauf que, encore une fois, je l'ai déjà dit, on n'est pas en train de faire de la peinture réaliste. Hein. Le but du jeu, c'est de tromper l'œil, parce qu'à cette échelle-là, l'œil, du coup, il a du mal à distinguer les contrastes, donc enrichir ces couleurs, c'est important. Donner plus de contraste, c'est capital. Pour le casque, je me suis même payé le luxe, non, c'était juste indispensable parce que sinon c'était pas lisible, de ligner l'étoile du chaos avec du bleu foncé, hein, donc ça délimite bien les contours du freehand, et du coup tout le monde y gagne en lisibilité, et c'est vachement plus important. Que quoi, je ne sais pas, mais enfin, non si, c'est plus important que la technique en elle-même, enfin en tout cas c'est mon point de vue, la lisibilité c'est le plus important, parce que si on n'arrive pas à comprendre ce que tu fais sur ta figurine, t'as beau avoir la meilleure technique de peinture du monde, tu ne transmets pas le message que tu veux transmettre. Ensuite, la cape, c'est très simple, c'est l'inverse de l'armure. Sur l'armure, j'étais parti sur du rouge que j'avais assombri avec du bleu, et là je suis parti sur du bleu que j'ai assombri avec du rouge. Hein, donc la base évidemment est posée à l'aéro, mais les éclaircissements sont faits au pinceau tout simplement parce qu'il y a plus de contrôle. L'autre gros morceau de la figurine, c'était le NMM, parce que je me suis dit que tout le monde allait faire du TMP parce que c'est un petit concours en boutique, et que généralement les gens font du TMP, donc utilisent des couleurs métalliques, et je me suis dit, pour me démarquer, eh bien j'ai fait un NMM. Et pourtant, j'étais vraiment pas sûr de moi, parce que le marteau, il y a plein de petites surfaces, c'est pas forcément agréable à traiter, et pourtant, j'ai réussi à faire quelque chose dont je suis relativement fier. Alors là, je parle du NMM argenté, hein, évidemment. Le NMM doré, en fait, suit grosso modo les mêmes lignes directrices, sauf que il a reçu un petit peu plus d'oxydation, hein, pour le rendre un petit peu plus vivant, alors que le marteau, je voulais que ce soit quand même un point focal, du coup, il est resté relativement clean. Ça m'a permis de le laisser assez clair, de pousser vraiment jusqu'au blanc et de l'avoir vraiment comme point d'accroche du regard. Et donc pour le NMM, en fait, c'est très simple. Je dis souvent c'est très simple, mais en fait c'est pas forcément simple. C'est juste que une fois qu'on a la technique, et ça va. Mais pour avoir la technique, faut travailler. Il y a pas 36 solutions, il faut aller regarder ce que font déjà les autres peintres, il faut regarder des illustrations, il faut regarder des références, et se dire ok, c'est ça que je veux, donc comment est-ce que je fais, où est-ce que vont les lumières. Une fois que j'ai ça, je peux réfléchir à poser mes lumières. Mais encore une fois, là, on n'est pas sur un truc réaliste, hein. Je voulais un truc qui soit BD parce que, je l'ai dit, Philippe Druyet, etc. Donc il fallait un truc qui soit pas chromé, parce que le chrome c'est autre chose.
mais vraiment très exagéré très artificiel quasiment dans le placement des lumières. Et donc j'ai vraiment cette transition du noir vers le blanc, il y a très peu de couleurs au milieu, on est sur quelque chose de très brut, entre guillemets. Et je trouve que ça fonctionne bien, parce qu'il y a ce contraste en fait avec le reste de la figurine qui est rouge et bleu. Du coup on a cette différence, voilà, on a le regard qui est attiré sur le marteau, et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et évidemment, le point focal principal du truc, c'est le free-end du bouclier. Alors, le free-end du bouclier, quand j'ai posté les photos de la figurine finie sur Facebook, on m'a demandé mais pourquoi là il y a un free-end ? Ce à quoi j'ai répondu pourquoi pas, principalement parce que quand je regarde les dessins qui m'ont servi d'inspiration, principalement Philippe Gruyère en fait, parce que Lone Sloan, parce que Salambo, donc allez voir, c'est des bonnes références, mais j'aime beaucoup. Il n'y a pas vraiment de justification, il y a des trucs qui sont là parce qu'ils sont là, et puis voilà, c'était les années 80, 70, et on avait le droit de mettre des trucs sans aucune justification, comme pourquoi le guerrier du chaos il a des cornes, hein, c'est complètement con d'avoir des cornes, et pourtant il en a. Pourquoi il y a des pics partout? C'est complètement débile, mais pourtant il y en a. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Bon, donc je me suis dit, voilà, le petit free-end, là, je pense que c'est pas du luxe. Alors comment j'ai fait? Alors à la base, je suis parti d'une transition du bleu très sombre vers un violet rose, qu'on arrive encore à lire derrière les montagnes, à l'aéro, évidemment, parce que c'est beaucoup plus simple, ça gagne du temps, j'aurais pu la faire au pinceau, c'est juste que c'est plus facile à l'aéro, tout simplement. À ce stade-là, je savais pas encore vraiment ce que je voulais faire, j'avais une petite idée, je voulais un paysage fantasmagorique, avec des montagnes, avec là, une grosse lune, un peu façon spray can art, tu sais, les gens qui font des dessins avec des bombes de peinture et tout, là, des trucs un peu... c'est souvent cheesy et pas forcément très beau, mais c'est flashy, puis c'est sympa, tu vois, il y a un côté waouh, trop bien, voilà, ça colle bien à l'esthétique héroïque fantasy de ce que je voulais donner. Donc je suis parti là-dessus, et donc il me fallait une grosse lune, et il me fallait des étoiles. Donc là je me suis dit, les étoiles c'est maintenant qu'il faut les faire, parce qu'une fois que j'aurai fait tout le reste, je pourrais pas les rajouter. Donc comment j'ai fait? Donc tous ceux qui utilisent un aéro sont passés par là, et se sont rendus compte que si la pression d'air est trop faible ou si la peinture est pas assez diluée, ça fait ce qu'on appelle du speckling. Alors le speckling, c'est quand en fait la peinture est pas bien atomisée. La peinture, l'aéro il atomise la peinture, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est-à-dire il n'y a pas de... rien à voir avec la bombe atomique, hein, on est d'accord, ni avec Areva, Fessenheim, etc. Le but du jeu c'est juste, en fait, il crée des toutes petites gouttelettes de peinture. À l'œil nu, en fait, on a l'impression que c'est un voile, parce que les gouttelettes se distinguent pas, alors qu'en fait, ce sont de tout petits points. Et là, le but du jeu, c'est de le faire mal fonctionner pour avoir justement des plus gros points qui se voient. Donc comment on fait? Soit on augmente la viscosité de la peinture, soit on baisse la pression de l'air, soit les deux. Et là, c'est ce que j'ai fait, et ça m'a permis de faire des toutes petites étoiles. Mais évidemment, quand on utilise un aéro, ça c'est dégueulasse ce boulot-là. Enfin, c'est-à-dire qu'on veut pas ça normalement. Mais là, précisément, ça m'a servi à faire ça. Et donc, c'est une petite technique. Si vous voulez faire des étoiles ou des petits points, et voilà, vous savez. Une fois que j'avais ça, j'avais mon ciel. Mais je savais toujours pas quoi faire, donc dans le doute, j'ai commencé à dessiner des montagnes. Donc j'ai dessiné des montagnes, voilà. J'ai décidé à ce moment-là de où serait la lune. Et je vais le dire tout de suite, c'était pas le bon placement. Donc en fait, j'ai fini par la changer de place. Voilà. À la base, elle était de l'autre côté de l'image, et voilà, elle a migré. Donc j'ai commencé à dessiner les montagnes et à éclaircir les versants des montagnes qui seraient du côté de la lune. Donc j'ai eu un coup de chance parce que en fait quand je l'ai déplacé, la lumière restait relativement logique, donc ça collait, mais bon voilà, c'est les aléas de la chose. Donc j'ai éclairci les versants qui reçoivent la lumière, et puis j'ai assombri les autres. Et puis là je me suis dit, c'est bien, j'ai des montagnes, mais maintenant il me faut un premier plan. Et je me suis dit, écoute, faisons un château. Parce que c'est bien, les châteaux, tu vois, la tour, la lune, etc. Et donc j'ai commencé à mettre mon château sur la montagne de droite. Et c'est là que je me suis rendu compte que la tour du château, en fait, on la voyait pas parce que le fond était trop sombre. Du coup, c'est là que j'ai commencé à me dire, écoute, faut déplacer la lune. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déplacé la lune. À l'aéro, tout doucement, je suis venu corriger l'ancienne lune, enfin l'aéro et au pinceau évidemment, et du coup c'est pour ça que la lune est dans ce coin-là, et c'est pour ça qu'en fait elle est sous le NMM, alors que j'aurais bien aimé qu'elle soit ailleurs, mais du coup comme le château était placé là, si je le plaçais ailleurs, du coup il fallait que je change mes montagnes, du coup c'était pas logique, et puis du coup j'avais plus le temps parce que ça c'était vraiment le dernier truc que j'ai fait,
il fallait que le lendemain j'aille le rendre à la boutique parce qu'après c'était les vacances de Noël et je m'en allais. Du coup, bah, j'ai pas eu le choix, hein, voilà, j'ai mis le château là et j'ai mis la lune ici. Mais c'était encore trop vide. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai commencé à mettre des arbres et une petite route enchantée, une petite rivière. C'est une rivière ou une route en bleu, je sais pas, j'en sais rien. Mais bref, j'ai un petit chemin quoi pour agrémenter le tout, l'histoire, etc. Et des arbres pour meubler, parce que bah, il fallait bien des arbres quoi. Et voilà. Alors oui, je dis et voilà, on a l'impression que ça se fait comme ça. En fait, ça se fait avec un pinceau, avec une pointe très fine et de la peinture diluée. C'est surtout ça. Et puis ah oui, si quand même un truc. Faites des croquis avant, faites pas comme moi parce que du coup après, bah, vous savez pas où mettre la lune et puis après, bah, c'est de la merde, il faut tout corriger, c'est dégueulasse. Donc faites autrement. Faites des croquis avant, hein. C'est quand même plus pratique. Ensuite, il me restait le socle à faire. Donc comme je l'ai dit, je voulais un truc qui soit assez idyllique comme paysage, et donc je suis parti sur de l'herbe et des fleurs. Alors j'ai quand même surélevé le personnage, en texturant en fait le socle pour le surélever, lui donner un petit peu plus de prestance, et j'ai mis des fleurs et de l'herbe un peu partout, de différentes teintes, hein, du vert et du beige principalement, et après en fait ce que j'ai fait c'est que avec l'aéro, je suis venu rajouter du gris par-dessus pour désaturer un petit peu le tout. Je trouvais que c'était trop printanier, et puis le vert tranchait vraiment avec l'herbe beige. Du coup, avec l'aéro, j'ai un peu uniformisé le tout, et puis je l'ai un peu désaturé. Ça me permet aussi de faire ressortir les fleurs que j'ai rajoutées après, et donc, en fin de compte, ça donne plus d'importance au personnage par rapport au socle. Et puis, j'ai décidé de mettre un papillon, parce que je trouvais ça rigolo. À la base, je voulais le mettre sur le bouclier, en fait. C'est pour ça qu'en fait, il regarde vers son bouclier. À la base, le papillon, je voulais le mettre ici. Voilà, comme ça, il regarderait un petit peu comme une conversation, tu sais, qui se souvient de lui-même. Ah oui, c'est vrai, quand j'étais encore un mortel, etc., machin. Bref. Mais comme j'avais pas le droit de modifier la figurine, je me suis dit, ah, si je le mets là, ça se trouve, je vais être disqualifié. Ça serait dommage. Du coup, je le mets sur le socle. Comment j'ai fait le papillon? Avec un bout de blister Infinity que j'ai découpé à la bonne forme. J'ai mis du bleu par-dessus, et puis une tige en fil de fer, peinte en noir, tac, tac, pouf, terminé. Alors c'est fragile, hein, attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas facile à faire, mais avec suffisamment de calme et de précision et de sang-froid, on y arrive. Ça se fait très très bien. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait ma première figurine de concours en je sais pas combien d'années. Alors, est-ce que j'ai gagné? Eh bien non, je n'ai pas gagné, j'ai fini deuxième. Bah voilà. Et donc je suis pas mécontent quand même de mon classement. Enfin, c'était pas le but à la base, c'était pas le but. Le but du jeu pour moi c'était vraiment juste de me sortir de me forcer à faire quelque chose de différent. Parce qu'effectivement c'était pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire en fait, tout simplement. Je peins beaucoup pour la chaîne, mais je peins pas du tout pour moi en fait, en fin de compte. Enfin même si les figurines pour la chaîne c'est des figurines pour moi, mais c'est des figurines de jeu, on est bien d'accord, et du coup, c'est pas la même optique que sur une figurine de concours. Pas que de concours, enfin là c'est un concours local, on était je crois 15 participants à tout casser, hein, donc pas non plus, voilà. Comme je l'ai dit au début, j'étais pas forcément emballé par le setup du concours, hein, figurines imposées, conversion interdite, etc. Et en fin de compte, je dois dire que c'était vachement bien, parce que ça m'a forcé à sortir de ma zone de confort, à peindre un truc que j'aurais jamais eu l'idée de peindre autrement, et ça m'a forcé à trouver des solutions à des problèmes que j'ai l'habitude d'esquiver en fait, tout simplement. C'est-à-dire que comme je peins pas, j'ai jamais peint un guerrier du chaos de ma vie, et je me suis jamais posé le problème de comment est-ce que je raconte l'histoire que je veux raconter avec un guerrier du chaos. Et donc là, ça m'a forcé à me mettre dans cette situation-là et à me dire ok, il y a des problèmes. Enfin des problèmes, il y a des problématiques, disons, notamment le fait qu'il soit très peu dynamique, il est vraiment très posé, parce que forcément c'est les anciens qui devaient se mettre en rang pour Warhammer Battle, donc ça dépasse pas vraiment quoi. C'est pour ça que j'ai mis le bouclier légèrement sur le côté, que le marteau est légèrement excentré aussi, comme ça on a une dynamique qui est latérale plutôt que verticale, comme ça, diagonale plutôt que verticale. Ça permet de donner un petit peu de mouvement avec le regard aussi, j'ai essayé de diriger le regard ailleurs que juste tout droit. Donc, avec ça, j'ai dû réfléchir à trouver des solutions à des problématiques que je n'aborde pas forcément habituellement, et c'était vachement intéressant. Donc, bilan de la chose, je suis pas sûr que l'histoire que je voulais raconter ressorte. C'est-à-dire que si quelqu'un regarde la figurine sans
sans savoir ce que je voulais mettre derrière, je suis pas sûr qu'ils comprennent ce que je voulais raconter. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont fait qui se sont demandé, ah ouais, est-ce que c'est un guerrier du chaos, mais en fait qui est gentil, tu vois, donc ils ont compris le contraste entre l'environnement de la figurine et la figurine en elle-même, mais pas forcément ce que j'avais mis derrière comme narration. Et c'est logique, parce qu'on peut pas tout transmettre, c'est pas possible. Mais donc le contraste a quand même été bien compris, donc ça j'en suis plutôt content. Si j'avais eu plus de place sur le socle, j'aurais plus travaillé l'ambiance générale, donc peut-être en ayant mis un arbre ou un animal ou quelque chose comme ça. Et si j'avais pu modifier la figurine, enfin bon là après on rentre dans le royaume des si, de l'impossible, donc bon ça n'a plus rien à voir. Mais toujours est-il que, avec les conditions qui m'ont été imposées, j'ai réussi à faire quelque chose dont je suis assez fier, et en fin de compte, est-ce que c'est pas ça qui est le plus important? Tu vois, c'est ça que je me pose la question. Gagner, c'était pas le but, et je voulais juste faire une figurine sympa, me poser des challenges différents, et m'obliger à sortir un peu de ma zone de confort. Et puis je me suis dit que ça ferait une bonne vidéo, en fin de compte, une fois que tout ça serait fini. Donc voilà, et bien dites-moi si ce format de vidéo vous a plu, si je participe à d'autres concours, peut-être que je ferai d'autres vidéos, peut-être sur la préparation de la figurine, comment... bah voilà, bref, il y a plein de possibilités. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, parce que comme ça, eh bien, je sais à quoi m'en tenir. Je vous rappelle qu'il y a tous les liens possibles et imaginables dans la description. Si vous voulez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, ils sont là également, ainsi que notre YouTube, le lien Philibert, etc., etc. Et sur ce, moi, je vais m'en retourner à mes cartons pour préparer mon déménagement, parce que...